Alors, la fonction suivante, c'est toujours des séries de Fourier. On vous propose valeur absolue de sinus x. Voici le graphe sur 2-3 périodes. Et donc, ce qu'on observe tout de suite, c'est que bien sûr, f est de pi périodique, ce qui correspond au cadre de votre cours, puisque vous êtes limité aux fonctions de pi périodique, mais elle est aussi pi périodique. Et donc, si on avait les formules pour toute période t, on pourrait utiliser cette période. Alors, est-elle continue? Continue par morceau, de classe C1, de classe C1 par morceau. Continue, c'est évident, parce que c'est la composée de valeur absolue et de sinus qui sont toutes les deux continues sur R. Donc ça, il y a juste à l'écrire. Donc voilà, G, c'est la composée de valeur absolue et de sin, elle est donc continue sur R, et a fortiori, elle est continue par morceau sur R. On peut être continu par morceau sans être continu, mais si on est continu, on l'est forcément par morceau. Normalement, c'est une évidence. Alors, attention, elle n'est pas C1. Vous observez un pic là sur le dessin doit vous aider. Donc on va expliquer par exemple que c'est pas dérivable en zéro parce qu'on a une demi-tangente à gauche qui n'est pas du tout égale à la demi-tangente à droite. Et ça ne doit pas vous étonner vu la présence de valeur absolue. Alors c'est pas une preuve, hein. Quand on compose une fonction pas dérivable comme valeur absolue avec du dérivable, on pourrait très bien tomber sur du dérivable, ça pourrait s'arranger. Mais en tout cas, c'est un soupçon. Et là, avec le dessin et la présence du pic, on comprend qu'on va pouvoir argumenter. Pour faire ça, je propose d'utiliser les reformulations de valeur absolue selon qu'on soit à gauche ou à droite en zéro. Là, à droite en zéro, la valeur absolue dégage, votre sinus est positif, donc G c'est sin. Et du coup, quand vous dérivez sin, vous tombez sur cos x, et ça vous donne un G' D de 0 pour ce bord-là. G' D en 0, c'est cos 0, c'est 1. Sur l'intervalle moins pi 0, vous avez une formule pour G. Et cette formule, quand vous la dérivez, vous tombez sur moins cos x, et du coup, elle vous donne un G' G en 0, moins 1. Votre dérivée à gauche n'est pas égale à votre dérivée à droite, donc G n'est pas dérivable en 0, et ça prouve qu'elle n'est pas C1 sur R. Ça ne l'empêche pas d'être de classe C1 par morceau, parce qu'on va pouvoir subdiviser les intervalles, et donc tout naturellement, si je choisis l'intervalle moins pi pi comme période, et bien sur moins pi 0, on a déjà dit que c'était moins sinus x, et ça, moins sinus x, c'est une formule qui reste définie C1 en fermant. Sur 0pi sinus x, je peux le définir, fermer l'intervalle, c'est bon, c'est C1. Et donc ça prouve que votre fonction est C1 par morceau sur un intervalle de longueur une période. Et donc sur R par périodicité. Alors l'intégrale qu'on vous demande de calculer, c'est un truc classique. Produit de sin et de cos, comme ça affine, et bien on linéarise. Soit vous utilisez les complexes, soit vous vous souvenez que sin A cos B est un morceau de sin A plus B. En fait, c'est un demi de sin A plus B plus sin A moins B. Et donc, ça va donner cette formule-là. J'abrège les calculs. Ce qui est important quand vous primitivez, c'est que vous allez faire apparaître des fractions. Et au moment où apparaît votre fraction, vous devez faire gaffe. Est-ce que ma fraction est légitime? Ou est-ce que j'ai créé une fraction avec un dénominateur qui pourrait s'annuler? Bon, là, vous voyez, si vous primitivez sin n plus 1, il y a du 1 sur n plus 1, ok. Ça ne s'annulera pas vu que n est entier, positif. Mais 1 sur 1 moins n, il peut s'annuler le dénominateur avec n égale 1. Donc là, je vous rappelle que faut absolument traiter à part le cas n égale 1. Ici, pour n égale 1, on a du sinus x cos x, c'est 1 demi de sin 2x, et donc ça se primitive en moins 1 quart de cos 2x, on trouve 0. Si n est différent de 1, on primitive, et ça fait apparaître des fractions. On explique bien sûr que le dénominateur est différent de 0, parce que n appartient à n privé de 1. Voilà. Et donc, on calcule nos crochets. Il faut vous souvenir que cos n pi, ça fait moins 1 puissance n, donc cos n plus 1 pi, ça fait moins 1 puissance n plus 1. Donc on ne laisse pas le cos multiple de pi comme ça. Et après, on remarque que moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n moins 1, puisque c'est fois moins 1 carré, vous voyez, c'est la même chose. Et donc, on récupère cette formule-là, j'abrège un petit peu. Voilà.
On a ici quelque chose qui s'annule une fois sur deux. L'énoncé a l'air de nous suggérer de le remarquer. On peut le dire maintenant. Vous voyez que pour le calcul, j'ai pas eu besoin de différencier. Et donc, on aura 0 si n impair, moins 2 sur n de moins 1 si n pair. On vous demande de déduire de ce calcul les coefficients de Fourier. Alors, vous voyez que votre intégrale, elle est sur une demi-période de 0 à pi. Donc ça vous invite à aller examiner la parité de G, ce qu'il faut toujours regarder. Donc en fait, c'était là pour vous aider, ce calcul. On observe G pair, mais vous auriez pu le remarquer sans ça. Et du coup, tous les Bn sont nuls. Et le A0, je peux utiliser la formule où je me ramène à une demi-période. Et je retombe sur le sinus x, cos nx. Alors j'aurais pu remarquer qu'avec A égale à 0, ça faisait voilà, le sinus x de tout à l'heure. Et donc, on récupère du 2 sur pi d'après ce qui précède. J'ai gardé n pour faire apparaître l'intégrale qu'on venait juste de calculer. Et pour an de g, bah, vous voyez, excusez-moi, je suis passée de g à f, c'est A0 de g. an de g, eh bien, on retombe sur 2 sur pi, font l'intégrale qu'on vient de calculer. Donc, on récupère cette formule-là. En définitive, la série de Fourier de g, elle va s'écrire comme ça. On n'oublie pas le cos nx, évidemment, dans la formule finale. Et maintenant, dans l'énoncé, on vous parlait de séparer pair impair. Ben là, c'est pareil, même s'il n'y avait pas l'énoncé, vous devez y penser. Comme ça s'annule une fois sur deux, vous pouvez reformuler cette série. Vous avez le droit au changement d'indice. N égale 2K, puisque tous les termes impairs, tous les termes d'indice impair sont nuls. Donc, on a le droit à ce changement d'indice et on va obtenir cette série-là. Et on n'oublie pas qu'ici, on a changé n par 2k. Donc là, il ne faudrait pas que je vous perturbe. J'ai fait le n ici égale 2k. Il y a un sens dans le changement d'indice. Donc là, si vous voulez y voir plus clair, peut-être que je devrais faire ça. K supérieur ou égal à 1. Voilà. Des moins 4 sur pi, 4k de moins 1, cos de kx. Et comme ça, vous voyez bien le n égale 2k. Ça va être notre série de Fourier de G. La suite de l'exercice est très classique. On explique que, ben voilà, on connaît le comportement de cette série en ayant fait l'étude de la fonction g. G a laissé un par morceau, on l'a dit. On cite le théorème de Dirichlet. On explique que la série de Fourier converge simplement et on n'oublie pas l'adverbe sur R vers cette fonction-là. Et cette fonction, on peut la préciser. Comme elle est continue, cette fonction c'est g et g c'est valeur absolue de sinus x sur R. Pour une fois, on a une formule qui marche sur R tout entier. Ça nous permet de passer en somme infinie. Hop, pardon. D'après ce qu'on vient de raconter. Voilà. La somme infinie, ici, c'est valeur absolue de sinus x. Et ça nous permet d'isoler cette somme infinie qui est celle demandée par l'énoncé. Et ça marche sur R. Ce qui termine l'exercice. Bon courage pour vos révisions.